La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. On entend beaucoup parler depuis de nombreuses années de l'intelligence des animaux. Il est clair que votre chat ou votre chien, aussi bien que les grands singes, ont une certaine dose d'intelligence. Mais qu'en est-il des insectes ? Peut-on dire qu'il existe des insectes intelligents ? C'est ce que nous affirme Aurore Varghese-Weber, qui est chercheuse au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Aurore est spécialisée dans l'étude des capacités cognitives des abeilles. Non pas les groupes d'abeilles en tant qu'essaims, mais bien les abeilles individuelles, en tant qu'êtres vivants, avec un tout petit cerveau, pas plus gros qu'une tête d'épingle, qui contient quand même 1 million de neurones, 100 000 fois moins que le nôtre, mais un cerveau qui lui permet déjà, par exemple, de compter jusqu'à 5, et aussi de ressentir des émotions. Aurore est avec moi aujourd'hui pour vous expliquer comment on sait tout ça sur les abeilles. Bonjour Aurore. Bonjour. Tu es normalienne, agrégée, chercheuse en éthologie cognitive et tu as reçu plusieurs distinctions prestigieuses pour tes découvertes au sujet des capacités cognitives des abeilles. Une médaille de bronze du CNRS et un prix international Rising Talent de la Fondation Women in Science de L'Oréal UNESCO. Alors, pourquoi étudier spécialement l'intelligence des abeilles ? C'est vrai que ça peut être un peu intriguant de s'intéresser à l'intelligence d'un insecte, mais d'un point de vue de la science, l'avantage de faire ces découvertes sur l'abeille, c'est surtout une question presque philosophique sur notre place dans l'univers. Est-ce qu'on a obligatoirement besoin d'avoir un gros cerveau pour être intelligent ? Et puis un autre enjeu est bien sûr la sauvegarde de cette espèce, parce que comprendre à quel point elle utilise son cerveau, à quel point elle a besoin de réfléchir, d'apprendre dans sa vie de tous les jours, nous permet de comprendre pourquoi elle est si sensible aux perturbations de son environnement. J'ai dit au début que vous aviez découvert que les abeilles savaient compter. Alors ça doit beaucoup interpeller les gens, ça. Donc il faut expliquer quelles observations vous avez faites, ce que vous avez fait avec ces pauvres abeilles. J'ai envie de dire ces pauvres abeilles, parce que je pense pas que vous leur ayez fait du mal, mais pour les étudier individuellement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le genre d'expérience que vous faites pour arriver à ces conclusions ? Oui, bien sûr. Alors déjà, non, effectivement, nos abeilles sont volontaires pour travailler. C'est-à-dire que moi, je travaille dans un jardin avec des ruches et j'attire les abeilles avec une solution sucrée, très sucrée. Donc elles adorent ça. Et en fait, elles viennent récolter cette solution sucrée à mon dispositif expérimental. Donc je ne les force pas à venir, c'est elles qui viennent par elles-mêmes et elles peuvent décider d'abandonner l'expérience dès qu'elles le veulent. Et donc concrètement, comment on travaille sur l'intelligence des abeilles ? La plupart du temps, on va utiliser effectivement le sucre comme récompense. Et donc dans ce cas précis des savoirs compter, elle va devoir faire un choix entre des images. Donc on lui propose un dispositif avec un écran par exemple. Elle a le choix entre plusieurs images qui présentent un certain nombre de points et elle obtient du sucre si elle choisit la bonne quantité de points. Et elle va être punie, entre guillemets, par une solution de quinine qui est amère si elle se trompe. Et avec ce principe assez simple, on peut lui demander, par exemple, une abeille donnée va toujours sur l'image où il y a 2 objets, par exemple, ou où il y en a 4, va sur l'image où il y a le plus ou moins d'objets. Donc... Alors attends, ça, on peut dire que c'est du réflexe. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelque chose qu'on pourra appeler intelligence et quelque chose qu'on peut appeler du réflexe ? D'accord. Effectivement, entre guillemets, on va les conditionner puisqu'on leur donne une récompense si elles font le bon choix. Mais ça ne permet pas, nous, de leur apprendre à compter. Pour faire le bon choix, il faut qu'elles sachent compter au préalable. Donc c'est juste une méthode que l'on a, nous, pour poser la question à l'animal. Mais après, du coup, compter, ça veut dire quoi ? Compter, ça veut dire, bien sûr, savoir évaluer des quantités, mais de façon abstraite, c'est-à-dire indépendamment des caractéristiques de l'image. Donc, par exemple, 3 pommes, 3 voitures, 3 oiseaux, c'est toujours 3. Donc, ce sont des objets très différents. Mais aussi indépendamment des caractéristiques qui vont corréler avec la quantité. Par exemple, la surface. Plus j'ai de points dans mon image, plus ils vont occuper une surface importante, logiquement. La densité, plus il y a de points, plus ils sont rapprochés, en général. Donc ce genre de choses pourrait être utilisé par nos abeilles pour résoudre la tâche. Et donc nous, on doit contrôler ces paramètres pour s'assurer qu'elles comptent effectivement indépendamment de tous ces paramètres. Et une fois qu'on a fini l'apprentissage, on va toujours avoir une situation qu'on appelle en cognition de transfert, c'est-à-dire que spontanément, on va leur mettre des images très très différentes de ce qu'elles ont eu dans l'entraînement,
mais elles doivent appliquer la même règle à ces nouvelles images. Donc ça nous permet vraiment de nous assurer qu'elles n'ont pas utilisé des paramètres des images, mais qu'elles ont vraiment compris la règle. Ce qui est très important à comprendre, c'est que les images changent tout le temps. Le seul point commun entre ces images qu'on leur présente, c'est la quantité d'objets. Mais on change les objets, comme on disait, c'est des formes différentes, des couleurs différentes, la disposition dans l'image, etc. Et à chaque fois des nouvelles, donc elles ne peuvent pas apprendre une image donnée. Donc lorsqu'elles arrivent, elles ont un choix entre une image avec 3 objets contre une image avec un autre nombre d'objets, et elles ne peuvent pas l'utiliser juste par mémoire de à quoi ressemblaient les images d'avant, parce qu'on fait très attention qu'elles soient aucune similarité à part le nombre. Donc le petit cerveau des abeilles a la capacité de faire un comptage abstrait de 1 à 5. Vous avez essayé plus, et plus ça ne marche pas ? On a essayé plus, c'est plus compliqué après, on commence à avoir beaucoup d'erreurs. Ce qui est fascinant avec ce nombre 5, c'est que finalement c'est la même limite qui est partagée par toutes les espèces qui ont été testées jusque-là, même l'humain. C'est-à-dire que nous, bien sûr, on peut compter beaucoup plus, mais grâce à un comptage séquentiel, 5, 6, 7, 8, 9, on va pouvoir compter comme ça. Et puis grâce au nombre que l'on a appris, les mots, je veux dire, que l'on a appris. Si on nous présente une image, par exemple, rapidement, ce qui ne nous permet pas de compter comme ça, on va être capable de dire, ah, il y en a 3, il y en a 4. Par contre, si on nous présente 8 ou 9 objets, là, c'est très compliqué pour dire qu'il y en a exactement 8. Et cette limite, elle est retrouvée chez les corbeaux, chez les primates, chez les poissons. Et donc, ça semblerait être une limite partagée dans tout le règne animal et donc probablement une limite d'un cerveau composé de neurones. Tous ces animaux-là, les corbeaux, les poissons, tout ça, ils savent compter jusqu'à 5 aussi ? Et oui, et ça, c'est vraiment la découverte des 5 à 10 dernières années. Car effectivement, jusque-là, il y avait surtout les primates, il y avait un petit travaux chez les dauphins qui montraient ça, et les perroquets. Donc des animaux considérés comme intelligents, avec un gros cerveau. Et depuis les études chez l'abeille, tout le monde s'est mis à tester leurs propres modèles animaux, parce qu'on s'est dit, si l'insecte, une abeille peut y arriver, probablement que le mien aussi. Et donc maintenant, il y a des études sur la tortue, c'est compté, l'ours, c'est compté. Donc vous avez été précurseur. C'est assez facile de travailler avec l'abeille. Il faut savoir que c'est facile, puisque c'est presque un animal domestique, qu'elles sont toujours motivées pour avoir la récompense, parce qu'elles ne se nourrissent pas elles-mêmes, mais la ruche. Et par hasard, par hasard pour nous, il s'avère qu'elles sont vraiment intelligentes. On est très étonnés de ce que l'on découvre. Et donc, on est souvent précurseurs sur pas mal de choses, puisque du coup, on passe assez facilement du primate à l'abeille, et ensuite on retourne aux autres animaux. Et alors, tu disais qu'elle reconnaissait le zéro. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette histoire de zéro ? Oui, le zéro, c'est un concept qui est à la base des mathématiques, et qui était pendant longtemps considéré comme propre à la culture humaine, une invention humaine. Et ça, c'est avec quelques arguments, comme par exemple, historiquement, c'est apparu seulement au VIe siècle après Jésus-Christ, qu'on trouve des traces de zéro, qu'il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas le zéro dans leur langage ou dans leur culture, que les enfants, avant d'aller à l'école, ont beaucoup de mal à manipuler le zéro comme un nombre, et de même, les quelques animaux qui avaient été testés, donc des primates principalement, ont des difficultés. Et donc, de ça était, dans la littérature, l'idée de dire que le zéro est un concept humain, et non pas un concept biologique, et que ce n'est pas une quantité en soi. Et donc nous, on a voulu tester ça avec nos abeilles, parce que à ce moment-là, on était en train de travailler justement sur voir si elles pouvaient ordonner des quantités du plus petit au plus grand. Donc pour faire ça, cette fois-ci, à chaque fois, elles devaient choisir le nombre le plus petit parmi 2 quantités. Et donc ces abeilles qui ont été entraînées à choisir le nombre le plus petit, d'un coup, on va leur proposer un nombre quelconque face à une image vide, donc une feuille blanche. Et là, on s'est rendu compte que les abeilles allaient sur l'image vide, qui, en temps normal, est plutôt aversif pour elles. C'est pas un objet, c'est quelque chose qui leur fait plutôt peur. Mais ces abeilles entraînées à aller vers le moins, elles allaient à cette image vide, donc elles ont considéré que rien était un nombre plus petit que 1, que 2, que 3. Ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, ces abeilles qui sont vraiment intelligentes, elles ont besoin de cette intelligence dans la nature parce qu'il faut aller reconnaître les fleurs, elles butinent les fleurs et ensuite il faut qu'elles reviennent à la ruche et je crois que c'est pas tout à fait évident, enfin c'est un peu compliqué de revenir à la ruche. Effectivement, les abeilles dans leur quotidien, elles vont beaucoup utiliser d'apprentissage puisque déjà elles n'ont pas une connaissance innée de leur environnement, ça elles peuvent pas et l'environnement est très changeant d'une génération à l'autre, etc. Donc elles apprennent les fleurs qu'il y a dans leur environnement, quelles fleurs vont donner du nectar à quel moment et où. Donc elles doivent mémoriser tout ça et mettre à jour ces informations.
Et effectivement, elles peuvent aller jusqu'à plusieurs kilomètres de la ruche pour trouver une source de nourriture. Et elles ont quelque chose d'extraordinaire que nous, on n'a pas, c'est qu'elles peuvent s'orienter avec la lumière polarisée. Donc le soleil, lorsqu'il passe par l'atmosphère, il va se polariser la lumière et elles ont la capacité de voir ça. Donc ça fait comme des traits, en fait, des droites parallèles dans le ciel. Et donc, elles savent à quelle orientation elles sont par rapport à la ruche. Et elles ont aussi une idée de la distance qu'elles ont parcourue. Elles sont capables de calculer ça. Et grâce à ça, elles ont à peu près un vecteur de où se trouve la ruche par rapport au point où elles sont en permanence. Sauf que ça, un vecteur, on peut imaginer qu'on a plusieurs kilomètres. Il suffit d'une toute petite erreur de rien du tout pour se retrouver passer à des centaines de mètres de la ruche. Donc, elles vont aussi apprendre les repères visuels de l'environnement, plus ou moins immédiat de la ruche. Et donc, elles utilisent tout ça pour se repérer, pour repérer leurs fleurs, etc. Et c'est vrai que, du coup, tout ça nécessite un apprentissage, un cerveau qui fonctionne bien. Et on s'est rendu compte, justement, par le type d'études que je fais, que c'est ça qui les rend particulièrement cibles et vulnérables au changement de l'environnement. Les abeilles, même si elles n'ont pas l'air malades, effectivement, en mangeant, par exemple, les pesticides, donc on parle beaucoup des néonicotinoïdes, mais il faut savoir que les produits, pour être mis sur le marché, il y a une obligation de tester que ça ne tue pas les abeilles dans la dose qu'elles vont trouver normalement, si c'est bien utilisé, dans les fleurs. Et donc, effectivement, ça ne les tue pas. Mais ce que mes collègues ont réussi à montrer, c'est que ça ne les tue pas. Elles ont l'air en pleine forme, sauf qu'elles sont plus capables d'apprendre les repères de leur environnement, sauf qu'elles sont plus capables de faire la différence entre deux odeurs de fleurs ou entre deux formes différentes. Et donc, bien sûr, dans leur vie de tous les jours, elles vont s'affaiblir, elles vont se perdre, elles vont plus être capables de récolter efficacement la nourriture, et donc la colonie va petit à petit dépérir. Donc finalement, les abeilles vont mourir, mais pour une raison au second degré. C'est pas une mort directe, mais c'est une mort par incapacité de pouvoir retrouver la ruche. Parce qu'au laboratoire, on nourrit les abeilles, puis on voit combien de jours elles mettent pour mourir. Mais là, évidemment, ça compte pas sur leurs propres ressources intellectuelles, donc on se rend pas compte des problèmes si on fait juste ce test-là. Eh bien, j'espère que ce message sera écouté. Et merci beaucoup, Aurore, pour toutes ces informations. C'est passionnant. Merci à vous. Au revoir.